Bonjour, vous êtes sur la chaîne Bibliojuriste où vous trouverez des résumés d'ouvrages juridiques et des explorations des grandes théories juridiques avec une simplification des concepts complexes qui vous aidera pour réviser et approfondir vos cours. N'oubliez pas donc de vous abonner, liker et partager les vidéos. Le livre d'aujourd'hui est intitulé Du contrat social aux principes du droit politique, écrit en 1762 par Jean-Jacques Rousseau, un des plus grands penseurs de l'époque des Lumières, qui expose une œuvre phare de la philosophie politique qui a profondément marqué les pensées démocratiques et républicaines. Ce livre propose une réflexion sur la nature de la société, la légitimité du pouvoir et la recherche de l'équilibre entre liberté individuelle et autorité collective. Il est composé de 4 livres qu'on va résumer tout en mettant l'accent sur les idées principales, bien sûr. Donc, le premier livre du contrat social de Rousseau pose les bases de son argumentation et décrit la transition de l'état de nature à l'état civil. Il y a 8 chapitres. Le premier chapitre est l'annonce de son objectif ou l'objet du livre, où Rousseau examine les principes qui peuvent fonder une société légitime et juste, dans laquelle les hommes vivent en liberté et en égalité. Le deuxième chapitre parle des premières sociétés et analyse les formes d'organisation sociale, qui sont la famille, la première société naturelle qui repose sur des liens affectifs et temporaires, et les sociétés politiques qui sont artificielles et qui nécessitent un contrat pour exister. Puis, au troisième et quatrième chapitre, Rousseau parle du droit du plus fort et de l'esclavage, et rejette l'idée que la force puisse fonder un droit légitime. Selon lui, la force crée l'obéissance par contrainte, mais ne crée pas de devoir moral, et si l'autorité est fondée sur la force seule, il sera instable et éphémère. Rousseau critique aussi l'esclavage, affirmant qu'aucun homme n'a le droit de céder sa liberté à un autre, car la liberté est un droit naturel et inaliénable. Au chapitre 5 et 6, Rousseau parle de la nécessité du contrat social. Dans l'état de nature, les hommes sont libres, mais vivent dans l'insécurité. Et pour garantir leurs droits et leur liberté, il conclut un contrat social qui transforme l'individu en citoyen et l'état de nature en société, en respectant les principes du contrat social. Chaque individu aliène ses droits naturels à la communauté et tous les citoyens deviennent égaux en droits et obligations. La souveraineté appartient à la volonté générale qui vise le bien commun. Dans le chapitre 7, Rousseau parle de l'état civil et pense qu'en entrant dans le contrat social, l'homme gagne plus qu'il ne perd, car il passe de la liberté naturelle sans loi à la liberté civile régulée par les lois issues de la volonté générale. Il gagne aussi une liberté morale car il obéit à des lois qu'il a choisies lui-même. Et au chapitre 8, il parle de la propriété et affirme qu'elle est privée et légitime s'il est fondé sur le travail et elle est respectée par le droit et devient un droit social grâce au contrat. Donc pour Rousseau, le contrat social est un moyen de résoudre les conflits entre liberté individuelle et sécurité collective, où les hommes créent un corps politique où chacun reste libre tout en participant à une communauté égalitaire. Puis, on passe au deuxième livre du contrat social, composé de 10 chapitres, où Rousseau développe les principes fondamentaux de la souveraineté et des lois, qui découlent du contrat social. Le premier et deuxième chapitre, la souveraineté est inaliénable. Rousseau affirme que la souveraineté appartient au peuple et ne peut être déléguée à une entité comme un roi ou une assemblée. Il repose sur la volonté générale qui représente l'intérêt commun de tous les citoyens. La souveraineté est indivisible, car si divisée en plusieurs branches, son autorité sera affaiblie. La volonté générale est une et indivisible. Au troisième chapitre, Rousseau parle de la volonté générale qui la considère toujours droite et confirme
que cette volonté générale qui exprime l'intérêt commun est toujours juste et vise le bien de la communauté. Et il reconnaît que les citoyens peuvent parfois être trompés par des intérêts particuliers. Puis il parle au 4e chapitre des limites du pouvoir souverain. Il dit que la souveraineté, bien que suprême, doit respecter la liberté individuelle et ne peut imposer des contraintes inutiles. Les lois doivent être universelles et viser le bien commun. Au chapitre 5, Rousseau définit les lois comme des règles générales établies par la volonté générale. Elles régulent les rapports entre les citoyens et sont un moyen de concrétiser l'égalité et la liberté dans la société. Et au 6e chapitre, il introduit la figure du législateur, un personnage exceptionnel chargé de rédiger les lois, qui ne fait pas partie du peuple souverain, mais qui aide à formuler les lois en respectant la volonté générale. Le législateur doit avoir une sagesse supérieure et être désintéressé. Au 7e chapitre, Rousseau parle du peuple et du gouvernement. Il confirme que le peuple est le véritable souverain, mais il délègue l'exécution des lois à un gouvernement qui n'est qu'un serviteur du peuple. La souveraineté reste toujours dans les mains des citoyens. Au 8e chapitre, Rousseau distingue 3 différentes formes des lois. Les lois fondamentales qui organisent le corps politique et établissent les droits et devoirs des citoyens, les lois civiles qui régulent les relations entre les citoyens et les lois criminelles qui sanctionnent les comportements contraires à la volonté générale. Puis au 9e chapitre, Rousseau parle du peuple et du territoire. Il lie la souveraineté du peuple à la possession du territoire. La terre et ses richesses appartiennent à la communauté et leur gestion doit servir le bien public. Et au dernier chapitre, l'évaluation de la volonté générale, Rousseau met en garde contre les factions et les groupes d'intérêts qui peuvent déformer la volonté générale en volonté particulière et insiste sur la nécessité de maintenir l'unité du peuple. Dans ce livre, Rousseau établit que la souveraineté appartient au peuple et doit s'exprimer à travers des lois justes, générales et universelles. Et le peuple, en tant que corps politique, reste toujours libre et maître de son destin. Le 3e livre du contrat social explore les institutions politiques nécessaires pour mettre en œuvre la volonté générale et exécuter les lois. Il se concentre sur le rôle du gouvernement et les différentes formes des régimes politiques. Ici, on a 12 chapitres. Le premier et le 2e chapitre entament le gouvernement avec ses différentes formes et la souveraineté. Rousseau distingue entre la souveraineté qui appartient au peuple et le gouvernement qui est un corps intermédiaire chargé d'appliquer les lois et d'exécuter les décisions prises par le peuple souverain et qui ne doit pas usurper son autorité et identifie ici 3 formes de gouvernement. La démocratie où le peuple gouverne directement qui convient aux petites sociétés, l'aristocratie où un petit groupe gouverne au nom du peuple qui convient aux sociétés de taille moyenne et la monarchie où une seule personne gouverne adaptée aux grandes sociétés mais susceptible de dérives autoritaires. Au 3e chapitre, Rousseau pense que le choix de la forme du gouvernement dépend de facteurs comme la taille du territoire, le climat et les coutumes et le caractère des citoyens, et insiste sur la nécessité d'un gouvernement adapté à chaque peuple. Mais il privilégie les formes où le pouvoir reste le plus proche de la volonté générale. Puis au 4e, 5e et 6e chapitre, il détaille un peu plus les formes de gouvernement et reconnaît que la démocratie pure, où le peuple exerce directement le pouvoir, est difficile à mettre en œuvre car il demande une grande vertu civique, une société de petite taille. Il distingue aussi entre 3 types d'aristocratie,
naturelle basée sur l'âge ou la sagesse, élective choisie par le peuple, la meilleure selon lui, et héréditaire transmise par la naissance, la pire selon lui. Rousseau confirme aussi que la monarchie peut être efficace dans les grands États, mais critique sa tendance naturelle à dégénérer en despotisme, car le monarque est souvent loin du peuple, ce qui nuit à la fidélité à la volonté générale. Et au 7e, 8e et 9e chapitre, Rousseau parle des dangers de la concentration du pouvoir. Car plus un gouvernement est centralisé, plus il risque de devenir tyrannique. Et il prône un équilibre des pouvoirs et une participation active des citoyens pour éviter les abus. Selon lui, tous les gouvernements, quelle que soit leur forme, risquent de dégénérer en tyrannie s'ils s'éloignent de la volonté générale. Une démocratie peut sombrer, par exemple, dans l'anarchie. Une aristocratie peut devenir oligarchique et une monarchie peut devenir despotique. Rousseau identifie aussi les symptômes de la corruption politique tels que l'apparition des factions, l'abandon des principes du contrat social et la concentration du pouvoir. Puis au 10e chapitre, les critères de légitimité. Un gouvernement est légitime uniquement s'il respecte la volonté générale. Les lois doivent être appliquées de manière juste et équitable pour maintenir la légitimité du système. Au 11e et 12e chapitre, Rousseau parle des assemblées régulières et la dissolution de l'État. Il insiste sur l'importance des assemblées populaires où les citoyens peuvent exprimer leur volonté et contrôler le gouvernement. Et sans ces assemblées, le gouvernement risque de se détacher du peuple. Et il ajoute que l'État se dissout lorsque le gouvernement devient plus puissant que le souverain, c'est-à-dire le peuple. Pour éviter cela, il faut maintenir donc un lien fort entre souveraineté populaire et les institutions. Le 3e livre montre que le gouvernement n'est qu'un instrument au service du peuple souverain. Sa légitimité repose sur son respect des lois et de la volonté générale, et met en garde contre les risques de corruption et d'usurpation du pouvoir. Le 4e et dernier livre du contrat social est composé de 9 chapitres où Rousseau aborde les défis pour maintenir la souveraineté populaire, les mécanismes permettant de préserver la volonté générale et la stabilité de l'État, et conclut en proposant des moyens pratiques pour renforcer la cohésion sociale et prévenir la corruption des institutions. Et au 1er chapitre, il affirme que la volonté générale ne peut pas se tromper. Elle vise toujours le bien commun. Cependant, les citoyens peuvent être influencés par leurs intérêts particuliers ou par des factions, ce qui peut fausser l'expression de la volonté générale. Les lois doivent refléter cette volonté générale et non les intérêts individuels. Au 2e et 3e chapitre, Rousseau parle du suffrage universel et des élections et insiste sur l'importance des assemblées régulières où tous les citoyens participent directement à la prise de décision. Le suffrage universel garantit l'égalité entre citoyens, mais doit être exercé dans un cadre favorisant l'intérêt commun. Mais la taille et la complexité des sociétés modernes rendent difficile cette participation directe, mais elle reste un idéal à atteindre. Rousseau aussi distingue 2 modes de désignation des responsables. Le tirage au sort adapté aux fonctions administratives démocratiques et l'élection préférable pour les postes nécessitant des compétences spécifiques comme dans une aristocratie élective, et critique des élections fondées sur des privilèges ou des inégalités sociales. Puis au 4e et 5e chapitre, il parle de la religion civile et les mœurs publiques et propose une religion civile pour renforcer l'unité et la cohésion de l'État qui enseigne l'amour de la patrie, le respect des lois, la justice et la tolérance, et rejette les religions qui divisent ou mettent en conflit les citoyens.
Les mœurs publiques jouent un rôle clé dans le maintien du contrat social. La censure peut être utilisée pour préserver les valeurs collectives et empêcher la corruption des esprits. Cependant, elle doit rester limitée et respecter la liberté individuelle. Au 6e et 7e chapitre, Rousseau parle des dangers de la décadence et le rôle des citoyens. Il met en garde contre les signes de décadence dans les États, qui sont la montée des factions et des intérêts particuliers et la perte de l'esprit civique et du respect des lois. Il dit qu'un État corrompu risque de voir son contrat social se dissoudre, menant à la tyrannie ou à l'anarchie. Les citoyens sont responsables dans le maintien de la souveraineté populaire et la participation active aux affaires publiques est essentielle pour éviter que le pouvoir ne se concentre entre les mains de quelques-uns. Dans le 8e chapitre, Rousseau propose les moyens de maintenir la liberté politique, qui repose sur l'obéissance aux lois issues de la volonté générale. Pour préserver cette liberté, il doit y avoir des assemblées fréquentes pour renouveler le contrat social et un contrôle rigoureux des gouvernements. Au 9e chapitre, il parle de la fin du contrat social par dissolution si les citoyens cessent de respecter les principes d'égalité et de liberté. Pour éviter cela, il est crucial de maintenir un équilibre entre la souveraineté populaire et les institutions. Et on passe aux critiques les plus notables du contrat social concernant l'idéalisme excessif de la volonté générale et le risque d'autoritarisme et despotisme que cache la volonté générale. Aussi le rejet des minorités et leurs droits face à la tyrannie. Et finalement, le modèle utopique, car la démocratie directe proposée ici est perçue comme inapplicable dans les grands États modernes. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est la fin du résumé. Au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager et liker la vidéo. Merci et à la prochaine vidéo.